Chers élèves, bonjour. Je voulais faire une ultime vidéo avant la fin de l'année pour faire un petit récapitulatif de ce qui avait été fait, on va dire, depuis l'époque du confinement, c'est-à-dire depuis le mois de mars, et qui donc devra être repris d'une certaine manière, probablement plus rapide, mais qui devra quand même être repris en deuxième année. Alors à l'époque du mois de mars, où on a commencé le confinement, on était en plein dans l'étude du chapitre 5 qui s'intitule donc les trois lois de Newton, et je vous avais déjà présenté plusieurs choses. Si je regarde un petit peu le cours, le PowerPoint que je vous diffuse en général, on avait vu les trois lois de Newton, donc d'abord la notion de force, ensuite je vous avais parlé de la notion de force en tant que vecteur force. Je vous avais parlé aussi de la résultante des forces, quand il y a plusieurs forces qui agissent sur un objet. On avait vu comment construire cela de manière géométrique. Et puis ensuite, en vrac, on avait parlé de la première loi de Newton, appelée aussi principe d'inertie, qui dit que si un objet subit des forces et que la somme des forces, la résultante, est nulle, alors cet objet est en mouvement rectiligne uniforme. Ça veut donc dire que sa vitesse est constante, donc si l'objet a une vitesse, il conserve sa vitesse, et puis si l'objet n'a pas de vitesse, il conserve aussi sa vitesse, qui est donc égale à 0, donc il reste statique. On avait vu plusieurs exemples pour illustrer ça, je ne reviens pas dessus, ça a été fait en classe. Et puis on avait vu également la deuxième loi de Newton, très importante en physique, la deuxième loi de Newton qui s'appelle également principe fondamental de la dynamique, très très importante, qui, comme c'est le principe fondamental, elle peut en quelque sorte englober les situations statiques ou les situations dans lesquelles on pourrait appliquer la première loi de Newton. C'est vraiment un peu le passe-partout, on va dire ça comme ça, de la dynamique. Alors la deuxième loi de Newton, elle dit quoi? Elle dit que, de manière globale, on va prendre direct la forme généralisée, la somme des forces qui agissent sur un objet est égale à la masse de l'objet fois son accélération. Donc, si par exemple cette somme des forces est égale à 0, ça veut dire que justement son accélération est égale à 0. Et si l'accélération est égale à 0, il y a deux possibilités. Soit il est statique, soit il est en mouvement rectiligne uniforme. Le mouvement rectiligne uniforme étant, la statique étant un cas particulier du mouvement rectiligne uniforme. Alors, avant d'arriver à ces lois, je vous avais parlé de différentes forces qu'on retrouve très souvent dans les problèmes. J'avais commencé par vous parler de la force de pesanteur, qui est la force que les objets subissent lorsqu'ils sont à la surface d'un astre, donc typiquement à la surface de la Terre. En réalité, c'est à la surface ou à proximité de la surface. Force de pesanteur, qu'on appelle aussi le poids, qui est très facile à calculer. Il suffit de faire P égale M fois G, où M, c'est la masse de l'objet, et G, c'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur. C'est une caractéristique de l'astre en question. Par exemple, sur la Terre, c'est 9,81 mètres par seconde au carré. La caractéristique principale de cette force, c'est qu'elle est toujours dirigée vers le centre de l'astre et que donc, dans un référentiel usuel, en laboratoire, disons, eh bien, elle est toujours dirigée verticalement vers le bas. Ça, c'est très important et c'est comme ça qu'on la représente sur les schémas des forces. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre comme force? On avait vu aussi la force de soutien, qui, elle, a comme caractéristique principale d'être toujours perpendiculaire à la surface. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? En fait, c'est une force qui apparaît lorsqu'un objet est en contact avec une surface, et du coup, la surface va exercer une force sur cet objet de manière justement perpendiculaire à la surface. Donc, si la surface est horizontale, du coup, le soutien est vertical, mais si la surface est oblique, le soutien n'est pas vertical, il est, dans ce cas-là, toujours perpendiculaire à cette surface. Il y en avait d'autres de forces, les forces de tension, qui sont les forces qui se propagent à l'intérieur des câbles, des fils, des cordes, lorsque ceux-ci sont tendus, en fait, justement. En règle générale, en tout cas en première année, c'est ce qu'on fait. On considère que les fils en question, les câbles, ont une masse négligeable par rapport aux objets qui sont, on va dire, de part et d'autre du fil, si bien que la force de tension, elle se transmet
d'un côté, la force de tension, par exemple T, qu'il y a ici, elle se transmet de part et d'autre du fil. Et donc, finalement, les fils, pour nous, à ce stade, ça sert uniquement à transmettre des forces, voire à changer la direction des forces s'il y a des poulies qui interviennent dans l'histoire. Mais ça ne change jamais pour nous l'intensité des forces. On avait eu aussi la force exercée par un ressort, avec ce qu'on appelle la loi de Hooke, qui est là en bas. La force d'un ressort, c'est moins K fois delta X, où delta X, c'est l'élongation du ressort, la déformation du ressort, et puis K, c'est une constante qui est propre au ressort, donc caractéristique du ressort, en fait. Et puis, là, je crois qu'on est arrivé à peu près ici, à l'époque, justement, du confinement. Alors, après, évidemment, quand on va regarder dans le cours de mécanique, ici, donc vous retrouvez à la page 27, donc à ce chapitre, les 3 lois de Newton, la première, la deuxième, et puis, alors, il n'y a pas tellement d'explications sur les différentes forces. Il y a la force de pesanteur qui est expliquée, bien sûr. Il y a aussi la force du ressort, exercée par un ressort, mais il n'y a pas, si je me rappelle bien, il n'y a pas d'explication concernant les forces de soutien ou les forces de tension. Alors, par contre, ce qu'on trouve au chapitre 6, toujours du polycopier, c'est différents exemples d'application des lois de Newton. Et donc, par exemple, le premier, le poids apparent, c'est une notion qu'on avait vue avant le confinement. On avait vu encore avant le confinement un objet glissant sans frottement sur un plan incliné, donc c'est la page 32 ici, c'est ça, voilà. Vous prenez un objet, vous le laissez glisser sans frottement sur un plan incliné, donc il va subir une accélération à cause des forces qui subit. Donc il y a 2 forces en l'occurrence ici, il y a le poids et puis, comme on voit sur ce schéma, le poids et puis le soutien. La combinaison des deux provoque une accélération qui est en fait l'accélération de la pesanteur terrestre qui est atténuée par un facteur qui est lié à l'angle en fait ici. Je ne sais plus où est la formule, voilà, ici la formule c'est A égale G fois sinus alpha. Enfin bref, tout ça on avait démontré dans le cours. Et puis, on avait aussi fait le chapitre, si je me rappelle bien, tension dans un câble ou dans une corde, ça on avait vu. Et puis, on en était à peu près ici, à l'époque du confinement. Alors, une des premières choses que je vous ai présentées lors du confinement, c'était la théorie qui était relative au pendule conique, qui se trouve à la page 35 de votre polycopier, ainsi qu'à la page suivante, j'imagine, 36, effectivement. Donc, le pendule conique, c'est un TP qu'on peut faire en classe, que j'aurais bien voulu faire avec vous. Alors, il est clair que, étant donné les circonstances, l'année prochaine, on ne va peut-être pas trop s'attarder sur les TP et pas, en tout cas pas rattraper tous les TP de première année, mais il y en a quand même certains qu'on n'a pas fait et qui me paraissent importants. Le pendule conique ne me paraît pas très, très important. Donc, ça m'étonnerait que je vous fasse faire le TP sur le pendule conique. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu? D'après ce que j'ai noté, on avait vu le chapitre qui s'appelle « Wagonner sur une table ». Alors là, le chapitre « Wagonner sur une table », celui-là, c'est un chapitre qui est plus important, je dirais, parce que c'est un chapitre qui, comme on peut le voir dans le schéma qui est à la page 35, ici, c'est exactement l'expérience du TP qui s'intitule « Deuxième loi de Newton ». Alors ça, c'est un TP très important qu'il va falloir rattraper. Si je dois en sélectionner quelques-uns, celui-ci, c'est quasi sûr qu'on va le faire. Et donc, ce chapitre-là, où vous avez un wagonnet qui est relié par l'intermédiaire d'un fil à un contrepoids qui descend, en fait, eh bien, comment dire, le TP sur la deuxième loi de Newton, c'est exactement cette expérience-là. Donc ça, il faudra qu'on révise. Effectivement, on va tout réviser, mais ça on va peut-être mettre un petit peu plus d'attention là-dessus. Alors maintenant, il y a encore plusieurs sujets dans ce chapitre 6 qu'on a vu, mais en fait, après ça, je suis revenu en arrière et je vous avais présenté la troisième loi de Newton, qui se trouve, la théorie se trouve, c'est le chapitre 5.3, qui se trouve ici à la page 30
de votre polycopier, mais j'avais fait les choses de manière un peu plus élaborée, je dirais, puisque donc, si je vous remontre les figures ici, hein, pour ce qui concerne la troisième loi Newton, j'avais une petite présentation qui était prête avec des petites expériences, mais qu'on pouvait difficilement faire tout seul à la maison. Mais après, je vous ai montré plusieurs exemples et applications de la troisième loi Newton dans la vie courante. Par exemple, quand on fait un saut en l'air, hein, on pousse le sol vers le bas et du coup, le sol en réaction nous pousse vers le haut. Même chose quand on marche, on pousse le sol vers l'arrière et en réaction, le sol nous pousse vers l'avant. On avait vu les fusées ou le moteur à réaction, où l'idée c'est d'éjecter des gaz dans une direction, et donc du coup les gaz nous poussent dans l'autre direction, celle où justement on veut aller, etc. On a vu aussi, je vous avais montré quelques vidéos avec la force de recul quand on tire avec un fusil. Vous avez le fusil qui exerce grosso modo une force pour éjecter un projectile vers l'avant, et du coup le projectile exerce en réaction une force pour éjecter le fusil vers l'arrière. Donc il y a ce recul, hein, et dans les vidéos que je vous avais montrées, il y avait des gens qui se prenaient soit le pistolet, soit le fusil dans les dents, et puis voilà. Donc ça, c'était pour la troisième loi Newton qu'on avait vu assez au début en fait, hein, du confinement. Il y avait un exercice, bon, je ne reviens pas forcément là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Eh bien, on a vu d'autres exemples, hein, toujours du chapitre 6. Donc, poids apparent, on avait dit que c'était fait, objet glissant aussi. Bon, d'après ce que j'ai noté, c'est à ce stade en fait qu'on a commencé à parler de la tension dans un câble et dans une corde. Bon, j'ai fait un petit mélange. Je vous prie de m'excuser, mais ça, c'est des choses qu'on a vues de toute façon. Et puis donc, wagonnet sur une table, j'en ai déjà parlé, pendule conique aussi. Et puis donc, après ça, on a fait, normalement, voilà, exactement, la luge qui glisse et qui décolle. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant parce que l'idée, c'est que justement, pour suivre une courbe qui est donc, en tout cas partiellement de type circulaire, eh bien, on utilise l'accélération centripète, on fait intervenir l'accélération centripète qui est égale à V carré sur R. Et puis donc, en imposant une condition sur la force de soutien, par exemple, eh bien, on peut obtenir une condition justement sur l'accélération centripète et donc sur la vitesse. Donc l'idée, c'est par exemple d'avoir quelle est la vitesse maximale à laquelle on peut aller sans décoller d'une bosse. C'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire ici et qui avait d'ailleurs été fait dans ce chapitre. Donc, chapitre très, très intéressant. Et puis, on avait fait encore un autre chapitre qui s'appelle « Voiture dans un virage ». Ça, je vous l'ai présenté aussi à travers Zoom, via Zoom, en fait, un peu plus tard. J'ai noté le fin avril. Évidemment, entre-temps, il y avait plusieurs exercices que vous aviez dû faire et que j'avais corrigés. Donc, voiture dans un virage, l'idée, ben voilà, c'est toujours d'appliquer la deuxième loi de Newton en tenant compte que l'accélération ici est une accélération horizontale et centripète puisqu'elle permet donc de faire un virage, c'est-à-dire une trajectoire circulaire. Et puis après, on regarde les différentes forces qui entrent en ligne de compte pour produire justement cette accélération. Et puis on peut par exemple trouver, c'était le cas ici, une condition sur la vitesse pour passer le virage sans sortir de la trajectoire, par exemple. Enfin bon, d'après ce que j'ai noté, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Et puis ensuite, on est arrivé au chapitre numéro 7. Alors, le chapitre numéro 7, c'est un chapitre sur les frottements. Donc, j'ai introduit deux types de frottements. Le frottement qu'on dit cinétique ou frottement de glissement, qui est le frottement qui apparaît lorsque un objet glisse, frotte justement sur une surface et qui est donné par une relation relativement simple, qui est égale à… Donc, la force de frottement est égale à mu fois la force de soutien, en réalité. Et puis, je vous ai parlé aussi du chapitre 7.2, c'est-à-dire le frottement statique. Alors, le frottement statique, c'est un frottement qui intervient justement quand vous avez un objet qui a tendance à bouger, mais qui en réalité reste statique et qui ne bouge pas, justement à cause de cette force de frottement statique, qui peut prendre n'importe quelle valeur jusqu'à une valeur maximale. Et donc, ça s'exprime par l'inégalité qu'il y a ici, où la force de frottement, donc ici à la page 40, bien sûr,
où la force de frottement est plus petite ou égale à une certaine valeur qui est donnée par le coefficient de frottement statique multiplié par la force de soutien. Donc là, on a vu quelques exemples qui font intervenir, donc les exemples sont dans le chapitre 7.3, qui font intervenir les forces de frottement, soit statiques, soit cinétiques. Il y en avait 1, 2, 3 et 3. Voilà. Donc on a vu tous ces exemples-là. Je vous ai expliqué via Zoom. Et puis, donc, en parallèle à tout ça, on a fait plein d'exercices. Alors, ces exercices, donc, si je peux vous montrer, il s'agit des séries 6, 7, 8, en fait. Alors, la série 6, d'après ce que j'ai noté, on l'avait déjà étudié, on avait déjà fait complètement. C'est la première série, en fait, sur les... La série 6, c'est la première série sur les lois de Newton. Et en réalité, c'est des exercices qui sont relativement simples. Après, il y a la série 7 où c'est un peu plus compliqué, puis la série 8 où là, c'est clairement ardu. Alors, la série 6, en fait, on l'avait déjà étudiée en classe avant le confinement. Et on était en train de travailler sur la série 7, où, comme je vous disais, les exercices sont un petit peu plus compliqués. Alors, on n'avait pas fait grand-chose. À l'époque, on en avait fait deux. On avait fait le 7.1 et le 7.2, donc les deux premiers. Et puis, mon idée, avant le confinement, c'était d'en faire peut-être encore un ou deux de cette série que j'estimais relativement simple. Et puis ensuite, de vous faire un travail écrit sur les forces qui aurait compté dans la moyenne de discipline fondamentale, puisqu'il aurait été, entre guillemets, plus simple, on va dire, en tout cas avec des situations plus faciles que la suite. Enfin bon, ce test, il n'a jamais pu avoir lieu finalement, donc on a continué. Et puis donc on a fait tous les exercices de cette série 7, qui sont donc encore une fois un peu plus difficiles que ceux de la série 6, mais toujours sur les lois de Newton. Et puis ensuite, donc, on a attaqué le plus difficile, c'est-à-dire la série 8. Alors la série 8, c'est une série dans laquelle vous avez plusieurs exercices que je considère quand même comme difficiles, qui reprennent souvent les petits exemples du chapitre 6, les exemples d'application des lois de Newton, qui reprennent aussi, qui incluent, je dirais plutôt, le chapitre des forces de frottement, comme par exemple, je ne vais pas vous dire comme ça sous la main, mais voilà, les exercices 8.5, 8.6 et 8.7 sont des exercices qui font intervenir les forces de frottement. Donc on en est où là? 8.5, 8.6 et 8.7. Voilà, donc 8.5, c'est par exemple le coup du cylindre qui tournait dans un, je sais pas, par exemple au Luna Park, et puis ceux qui rentrent dans le cylindre sont plaqués contre la paroi. 8.6, bon, ça c'était un exercice un petit peu spécial. Et puis 8.7, c'était un exercice où vous avez un cajot qui est posé sur le sol d'un camion, et puis quand le camion ralentit, le cajot il a évidemment tendance à partir vers l'avant. Donc il fallait trouver quelles étaient les conditions pour que le cajot ralentisse en même temps que le camion et du coup ne se mette pas à glisser sur le sol du camion. À côté de ça, je ne les ai pas mis ici, mais je vous ai donné 4 exercices supplémentaires sur les forces de frottement cinétiques ou statiques, sur les forces de frottement. Et puis donc, d'autres exercices là-dedans, comme par exemple l'exercice 8.8, qui ressemble à l'exemple du chapitre 6 avec la voiture dans un virage. Ou, qu'est-ce que je pourrais donner encore? Il y avait l'exemple de la luge qui glisse et qui décolle. Bon, ça ressemblait beaucoup à l'exercice 8.3 que vous avez ici, pour donner des exemples. Il y a un exercice, maintenant je me souviens, qui est l'exercice 8.10, voilà, qui s'intitule Machine that would. Ça aussi, ça fait l'objet normalement d'un TP. Maintenant, ce TP, c'est un peu comme le plan du conique, il ne me paraît pas essentiel. Donc, je pense que malheureusement, on va devoir le laisser de côté. Et puis voilà. On ne sait jamais, peut-être je peux changer d'avis, j'ai encore quelques mois pour ça. 2 mois, disons, pour changer d'avis. Mais a priori, je pense que je vais plutôt le laisser de côté, ce TP sur la machine d'atout. Exercice 8.11 qui faisait aussi intervenir les notions du chapitre luge qui glisse et qui décolle, pour voir à quel stade, en fait, à quel point le petit wagon qui entre dans le colimaçon ici, est-ce qu'il va rester en contact avec la piste ou pas.
Et puis, même chose, hein, donc, enfin bref, 8.12 aussi, exercice assez difficile, qui faisait intervenir aussi les notions, un peu les mêmes notions que le coup de la luge qui glisse et qui décolle. Donc bref, chapitre 6, exercice plutôt simple sur les lois de Newton. Chapitre 7, plus dur. Chapitre 8, dur. Voilà. Donc là, probablement qu'à la fin du chapitre 8, probablement, je ne sais pas trop comment j'aurais fait, parce que finalement, la situation, je n'ai même pas pu y réfléchir, et probablement à la fin de la série 8, pas du chapitre 8, je vous aurais peut-être fait un test sur les forces, sur les lois de Newton, mais cette fois plus relevé, qui aurait donc fait partie de la moyenne OS. Donc voilà, je ne sais pas trop comment je vais procéder l'année prochaine. Il y aura évidemment une récapitulation de tous ces chapitres et il y aura évidemment des tests, ça c'est sûr. Alors, est-ce que je vais vraiment vous faire 2 tests sur les forces? Peut-être, je ne sais pas, je vais réfléchir. Ou peut-être que je ferai un test DF un peu sur le début des forces, relativement simple, entre guillemets. Et puis, peut-être que je couplerai les forces un peu plus difficiles avec justement la suite du prochain chapitre qu'on a étudié, qui est donc un chapitre sur les moments de force, hein, comme on va le voir dans un tout petit moment. Tout petit moment, si on fait tout de suite, hein, en réalité. Donc, je retourne je vais faire ça comme ça, au chapitre. Ben voilà, j'y arrive pile, j'ai de la chance. Voilà. Chapitre 8, chapitre suivant qu'on a étudié. Alors, quand est-ce qu'on a commencé à étudier cela? D'après ce que j'ai noté, c'était aux alentours du mi-mai, 19 mai, 25 mai, ce genre de choses. Donc, je vous ai présenté ce que c'était que la notion de moment de force, mais avant, je vous ai parlé du produit vectoriel, qui était plus un rappel, d'après ce que je me souviens, puisque vous l'aviez déjà étudié en maths. Et donc, le moment d'une force, eh bien, on l'a défini comme étant la position du point d'application de la force par rapport à un point. Et cette position, donc c'est un vecteur qu'on appelle R, et on le multiplie vectoriellement avec la force en question pour trouver ce qu'on appelle le moment de force par rapport justement à ce fameux point. Ensuite, je vous ai parlé de la différenciation entre ce qu'on appelle les forces intérieures et les forces extérieures, page 44 du polycopier. Et puis ensuite, nous avons vu les différentes propriétés. Donc on a vu 2 propriétés, en l'occurrence propriété numéro 1 ici, dans tout système matériel, la somme des forces intérieures est nulle. Ça vient du principe d'action-réaction. Donc 3e loi de Newton. Et puis dans tout système matériel, la somme des moments de force intérieure est nulle. Donc ça, c'est une conséquence de la première propriété, si je ne me trompe pas. Alors, ensuite, plus intéressant pour nous, c'était en fait le chapitre 8.2. Conditions d'équilibre. Lorsque vous avez donc un objet qui est en équilibre, je vous rappelle que l'idée là-dedans, c'est ça qui est difficile, c'est que on se dit, si un objet est en équilibre, ça veut dire que chaque atome qui constitue cet objet est en équilibre. Donc, la somme des forces que va subir chaque atome, par exemple, chaque élément de ce système, eh bien, il y en a qui sont considérées comme des forces extérieures parce qu'elles viennent de l'extérieur du système, puis il y en a d'autres qui sont des forces intérieures, qui sont exercées par exemple par les autres atomes. Eh bien, la somme de toutes ces forces pour chaque atome est égale à 0. Donc, c'est vraiment ça l'idée de base là-dedans. Et donc, ensuite, on additionne tout ça sur tous les atomes, et puis à la fin, on obtient 2 conditions d'équilibre. La première, qui est en fait ce qu'on appelle la loi de la statique aussi, c'est que la somme des forces extérieures qui agissent sur un objet immobile est égale à 0. Et puis la deuxième condition d'équilibre, qu'on a beaucoup utilisée d'ailleurs, eh bien, c'est que la somme des moments de force extérieure est égale à 0. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aussi la règle des moments. C'est celle-ci qu'on a utilisée beaucoup dans les exercices qui étaient relatifs à ce chapitre 8. On va y revenir tout à l'heure. Donc, on a vu le cas particulier qui est finalement celui qu'on utilise tout le temps, cas particulier d'un ensemble de forces qui sont coplanaires, qui sont toutes dans le même plan. Et donc, on a vu que, grosso modo, pour faire simple,
l'ensemble des forces qui font basculer l'objet ou qui ont tendance à le faire basculer dans le sens des aiguilles d'une montre est compensée, donc est égale à l'ensemble des moments de force qui font tourner, qui ont tendance à faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors voilà pour ce chapitre, hein, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a peut-être un petit exemple. Non, il y a oui, il y a des exemples bien sûr, mais il y a surtout la notion de barycentre ou de centre de gravité qu'on avait vu ici. Et puis, donc, comme je disais, quelques exemples. Donc là, les exemples, je vous les ai proposés, hein, je vous les ai montrés, si je me rappelle bien, à travers Zoom. Quoique, non, là, il y avait déjà eu le retour au gymnase, hein, puisque le retour au gymnase avait été fait le 11 mai. Donc, tout ça, c'était déjà après le retour au gymnase. Donc, ça, je vous ai demandé d'étudier ça par vous-même. Et moi, je vous ai fait des vidéos, en fait, pour présenter ça. Et donc, je parlais de ces exemples. Hein. Il y avait l'exemple 1, par exemple, ici, page 48. Eh bien, je vous ai proposé de lire ces exemples en prévision, justement, d'exercices qui étaient à faire, qui étaient un peu, grosso modo, similaires à ces exemples-là. Donc, il y avait encore l'exemple 2, puis l'exemple 3, hein, qui est en gros l'échelle posée sur un mur. Voilà où on en était. Donc, relativement à cette série 8 sur les moments de force, donc ça c'est un sujet, je dois quand même vous le dire, qui normalement ne fait pas partie des cours en discipline fondamentale. Hein. Moi, en tout cas, je ne fais jamais ça avec mes élèves de discipline fondamentale. Donc, normalement, le chapitre 8 sur justement les moments de force, les conditions d'équilibre, avec la série 9 qui s'intitule Statique des solides, ben normalement, ça, là, on a fait tous les exercices hein, aussi, si je ne me trompe pas, on les a tous faits, voilà. Certains ont été faits via Zoom, puis d'autres ont été faits en vidéo, donc je vous ai confiance hein, pour aller regarder ces exercices. Je dois quand même dire qu'il n'y a jamais personne qui m'a posé aucune question. Hein. Je n'ai pas eu de mail ou rien du tout. Donc, soit tout était limpide, ce que j'espère, soit vous n'avez rien regardé. Et, bon, là, ce serait un petit peu dommage. Enfin bon, on aura l'occasion de revoir tout ça. Donc, l'essentiel de cette série 9 a été fait donc, de votre côté. Hein, c'était pas par Zoom que j'ai fait ça. Et donc, comme je vous le disais, ben, ça, c'est un sujet de plutôt OS. Donc, en temps normal, je pense que j'aurais fait un travail écrit OS qui aurait contenu des exercices sur les lois de Newton, mais difficiles, et puis d'autres exercices sur les moments de force, donc sur la statique, hein, on va dire moment de force, pour faire simple. Alors, en ce qui concerne les moments de force, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi un TP hein, que j'aurais pu faire. Je ne sais pas si vraiment, on verra. Peut-être que je vais le faire, je vais quand même devoir faire quelques TP. C'est un TP en général que je ne fais pas pour notes, qui est moyennement intéressant. Donc on verra. Peut-être que je vous le ferai quand même en me disant que voilà, il faudrait par chapitre qu'il y ait au moins un TP qui soit fait. C'est à voir. Hein. Je vais y réfléchir pour l'année prochaine. Donc voilà, peut-être que l'année prochaine, je vais procéder de cette manière avec un TDF qui sera sur les sujets faciles, on va dire, des forces, et puis un T un peu plus difficile qui contiendra toujours les lois de Newton, les forces, mais des thèmes plus ardus, ainsi que les moments de force. Donc ça, ce sera à voir donc, en deuxième année. Et puis donc dernièrement, on a attaqué le dernier sujet qui est donc le sujet sur la gravitation ainsi que le moment cinétique. Donc là, on est au chapitre 10 et 9, enfin plutôt 9 et 10. Alors ça, c'est les dernières choses qu'on a fait, grosso modo au mois de juin. Je ne me trompe pas. Ouais, voilà, effectivement. Dans le courant du mois de juin, je vous ai parlé de la notion de la gravitation universelle. Donc, je vous ai présenté d'abord la loi de la gravitation universelle, page 51 de votre polycopier, et puis ensuite, on a fait le lien avec, donc je vous ai présenté aussi les champs de gravitation, mais surtout le lien, c'est le chapitre 9.3, les orbites circulaires et les satellites.
C'est le lien entre, si vous voulez, vous utilisez la deuxième loi de Newton en disant, d'une part, il y a la force de gravitation, et d'autre part, cette force étant souvent dirigée vers le centre de la trajectoire circulaire, eh bien, elle provoque une accélération centripète. Donc, l'accélération centripète, elle fait apparaître V carré sur R, et puis la force de gravitation, elle fait apparaître les masses et la distance au carré. Donc, après, l'idée, c'est voilà, de relier tout ça, des fois pour déterminer, ça dépend, hein, la période de rotation, ce genre de choses. Là, en l'occurrence, dans le cours, chapitre 9.3, page 55, il s'agit de déterminer la vitesse dite de satellisation, c'est-à-dire la vitesse, c'est ici, hein, que doit avoir un satellite pour garder une orbite circulaire dont le rayon est déterminé. Donc la formule, c'est V0, vitesse de satellisation, égale Gm, où M, c'est la masse de l'astre, hein, en fait, divisé par R, R étant le rayon de la trajectoire circulaire, et le tout à la racine. Donc ça nous a permis de faire un lien avec la troisième loi de Kepler, hein, dans la théorie. Et puis donc, on a fait plusieurs exercices relativement à cela. Hein. C'est quasiment tous les exercices de la série, de la dernière série qu'on a faite, c'est-à-dire les exercices de la série 10. Et puis, je reviendrai sur cette série 10 tout à l'heure. Et puis ensuite, on a terminé par les moments cinétiques. Donc ça, c'est le sujet qu'on a fait, voilà, grosso modo, quasiment dans la dernière semaine, dans les 2 dernières semaines, avec tout d'abord le théorème du moment cinétique, donc présenter d'abord ce que c'est la définition du moment cinétique, puis le théorème du moment cinétique, et puis ensuite une conséquence du théorème du moment cinétique lorsqu'il est appliqué avec une force qu'on appelle centrale, hein, comme par exemple la force de gravitation. Et donc, la conséquence, c'est qu'on tombe sur ce qu'on appelle la deuxième loi de Kepler, c'est-à-dire, déjà, on tombe d'abord sur le fait que le moment cinétique est constant, ce qui implique plusieurs choses. Ce qui implique une trajectoire plane, déjà, trajectoire dans un plan. Et donc, typiquement, hein, quand vous regardez les planètes qui tournent autour du Soleil, elles tournent toutes dans un plan. En plus, c'est le même plan, hein, il se trouve, mais même si ça tournait dans différents plans pour chaque planète aurait un plan de rotation, parce que justement, la force de gravitation est une force centrale. Et puis donc, l'autre conclusion qu'on avait obtenue, hein, du fait que dans une force centrale, si on a une force centrale, eh bien, le moment cinétique est constant. La dernière conclusion qu'on pouvait obtenir, c'était la deuxième loi de Kepler. C'est-à-dire que l'air parcouru, l'air qui, depuis le foyer de l'ellipse jusqu'au satellite, hein, qui tourne selon une trajectoire elliptique, eh bien, l'air parcouru par unité de temps, ce qu'on appelle la vitesse aréolaire, est une constante. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez vérifié dans un TP qui était évidemment basé, pas sur des mesures astronomiques, mais sur une simulation d'un satellite qui tourne autour de la Terre, mais vous aviez pu vérifier ça. C'était au tout début de l'année. Donc voilà pour ce chapitre 10 hein, qu'on a donc étudié dans les tout derniers moments de l'année, les tout dernières semaines. Et puis, il y avait donc un exercice pour relatif à ce chapitre 10, c'était l'exercice 10.9, qui était donc à faire pour le dernier jour de l'année aussi. Alors, je reviens une dernière fois sur les exercices, et en particulier, je vous parle donc de la série 10, qui parle donc de gravitation. Donc, il y a différents exercices hein, qui font intervenir la loi de la gravitation. En fait, tous les exercices, certains se contentent de ça, d'autres font intervenir aussi les notions de mouvement circulaire uniforme autour d'un astre, et puis donc finalement, le théorème du moment cinétique, celui-là, il est utilisé uniquement dans l'exercice 10.9, qui est un exercice un petit peu différent des autres exercices de la série 10. Alors voilà, cette série 10, en définitive, on l'a faite. Donc maintenant, à la rentrée scolaire, il va falloir réviser, récapituler tout ça. Là, je vous ferai des cours théoriques en classe où on révisera tout ça. En ce qui concerne les exercices, on les a tous faits. Il y a les vidéos sur Internet, donc probablement que je ne referai pas ces exercices en classe, mais je vous laisserai les étudier
de votre côté. Et puis, je pense que je vais plutôt faire des séances de questions-réponses, hein, où je vous les dirai, voilà, pour la prochaine fois, vous révisez tous ces exercices-là. Et puis, la prochaine fois, on fera une séance de questions-réponses, justement, relatifs à ces exercices qui auront été révisés, de manière à aller assez vite, puisque ces exercices, normalement, vous les avez quand même déjà faits. Et puis donc, en ce qui concerne les TP, j'en choisirai quelques-uns, on en fera quand même. Hein. Et puis, surtout pour les travaux écrits, je pense que sur cette révision, il faudra faire, à mon avis, au moins un test qui comptera dans la note DF et puis au moins un test qui comptera dans la note OS. Je pense que voilà, tout ça, en espérant qu'on arrive à faire tout ça d'ici les vacances d'octobre, ce serait vraiment super. On verra bien à quel niveau on évolue, on verra bien déjà la situation, si elle est plutôt stabilisée ou si on doit continuer à faire les cours une semaine sur deux. Enfin voilà, on espère que ça ira bien. Donc voilà pour le boulot de cette première année. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes vacances. Ressourcez-vous, comme on dit, hein, travaillez pas trop. Et puis revenez en pleine forme au mois d'août, histoire donc de continuer ce cursus au gymnase dans de bonnes conditions. Alors, je vous salue tous, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous fais à tous et à toutes et à tous, pardon, mes meilleurs vœux. Allez, à bientôt, au revoir.